Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, on va revenir en fait sur les fameux propos du sénateur américain de l'Ohio et colistier de Donald Trump. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, Monsieur J.D. Vance. Ces propos polémiques sur les femmes sans enfants, qu'il a qualifié de cat lady, les femmes à chat sans enfants, les childless cat ladies, donc les femmes à chat sans enfants. C'est l'insulte qu'il a lancée aux politiciennes qui n'ont pas d'enfants, comme Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez et plus largement, sur ses propos justement sur les personnes sans enfants qui devraient, selon lui, en fait, c'est dans une entrevue qu'il avait donnée, puis c'est ressorti parce qu'il est devenu colistier de Donald Trump. Et il avait dit donc sur ces personnes-là sans enfants, en gros, là, qu'ils devraient avoir moins de poids politique que les personnes avec des enfants. On va revenir là-dessus. Pourquoi ça dérange autant? Pourquoi il y a encore ce tabou, même si aujourd'hui, je veux dire, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Mais on dirait le tabou sur les femmes sans enfants, il est persistant. C'est comme si ça venait déranger quelque chose, l'ordre établi ou je ne sais quoi. On va en parler avec le professeur de psychologie et auteur du livre « À qui ai-je affaire ?», Francky Bernèche. Et d'ailleurs, M. Bernèche qui a aussi lancé, en fait, qui a écrit une lettre ouverte. C'était dans la presse hier et on va en parler avec lui. M. Bernèche, bonjour. Bonjour, Mme Brick. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et vous dites dans cette lettre ouverte, même si ces propos de M. Vance sur les femmes sans enfants sont offensants et rétrogrades, ils traduisent néanmoins ce que plusieurs pensent ici même au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On pourrait peut-être même aller au-delà du Québec, comme vous le disiez tantôt dans votre introduction. En fin de compte, c'est probablement très ancestral aussi. Qu'est-ce qui fait que ça nous dérange, une femme qui n'a pas d'enfant? On a l'impression que c'est une femme qui est à côté des vraies valeurs féminines, maternelles et tout ça. Et c'est peut-être là que ça nous confronte le plus. Et pourquoi ça nous confronte? Parce qu'on a des attentes. On a des attentes envers les femmes, on a des attentes envers les hommes, et c'est très genré. Notre culture là, nous amène à avoir des attentes très stéréotypées, même si on est évolué, on est au Québec, etc. Il y a quelque chose de très genré. Et ce qu'on s'attend d'une femme, en général, c'est quoi? C'est comme le don de soi, la bienveillance. On parle de maternage, on parle pas de paternage. Donc, on s'attend à ce que la femme soit là pour tout le monde, qu'elle réunisse tout le monde, qu'elle s'occupe des enfants, évidemment, et même, de plus en plus, qu'elle s'occupe de ses parents. On le voit, là, qui sont les aidantes naturelles? C'est rarement les hommes, c'est souvent les femmes. Donc, on a des attentes où la femme doit faire ce qu'on appelle un taking care, une prise en charge. Et une femme qui veut pas d'enfant, vous êtes en train de sabrer dans cette perception-là. Ça veut dire que la femme, probablement, a moins de belles valeurs que les autres. La femme est plus égoïste, la femme pense plus à elle. On ne pose pas la question au niveau des hommes. Mais c'est ça. Femme pense plus à elle, on est mal à l'aise avec ça. C'est ça qui est particulier parce que c'est comme si ce sont les femmes qui sont obligées de se justifier toujours. Et on se pose pas trop la question pour les hommes. Là. Il y a plein d'hommes qui n'ont pas d'enfants, puis ça devient pas du tout le même enjeu. Donc, vous dites on est un peu prisonnier de ces images-là, de ces stéréotypes-là. Mais justement, pourquoi c'est la femme qui a encore cette représentation? Pourquoi on imagine ça encore dans notre inconscient collectif? Et pourquoi ça ne s'applique pas aux hommes? Effectivement. Et même, je préciserais, vous venez de dire, il y a plein d'hommes qui n'ont pas d'enfants. Même les hommes qui ont des enfants, c'est pas le même engagement. Donc, vous pouvez en rajouter pas mal plus. Encore aujourd'hui, vous diriez? Oui, c'est clair. Ça, c'est pas un autre stéréotype parce que plusieurs vont dire, faut dire qu'au Québec, par rapport des fois à d'autres endroits dans le monde, là, puis je pense que c'est autant dans d'autres pays occidentaux qu'il n'y a pas nécessairement le même rapport. On a vu au fil des années que les hommes prennent beaucoup plus d'espace
dans la famille. Les hommes québécois s'impliquent davantage, mais il y a ce concept de charge mentale, je sais, qui est venu aussi, qui a explicité tout ça. Mais en fait, pourquoi il y a un deux poids, deux mesures, là? Ben, premièrement, je veux préciser que c'est vrai qu'au Québec, les hommes sont très évolués par rapport à, probablement, je suis pas sociologue, là. Plusieurs pays, plusieurs endroits. On peut voir. Ouais. Et c'est pas vrai que tous les hommes laissent les enfants dans les bras de la femme et tout ça. Non, il y a des hommes très consciencieux, mais il reste que des attentes quand même. Et on se rend compte que quand les enfants arrivent, ben souvent, c'est la femme qui va prendre le congé de maternité. L'homme va poursuivre sa carrière. Et c'est comme si on tombe un peu dans des patterns où l'homme devient un peu le pourvoyeur. Hein? Il y a cette mentalité-là où l'homme, c'est un peu le protecteur pourvoyeur, même si on est loin des hommes de Cro-Magnon, mais ça reste quand même un peu dans notre culture. Et la femme prend en charge les choses. Alors là, je ne veux pas dire que les hommes sont ingrats, ils ne s'occupent pas de leurs enfants, pas du tout. Les hommes sont très impliqués en général, mais il reste qu'il y a comme un partage des tâches qui se fait de façon naturelle, où la femme va orchestrer la famille, va orchestrer l'éducation, surtout des 0-2 ans, les jeunes enfants, et les hommes, eux, vont souvent s'arranger pour que ça fonctionne, pour que tout fonctionne, au niveau du travail, au niveau des ressources, etc. Et comme je disais dans l'article que j'ai écrit, c'est que les hommes participent, mais souvent leur rôle, ça va être un rôle de « OK, je fais ce qui doit être fait », ce que la femme orchestre. Donc, la femme, souvent, va mettre en place toute l'organisation familiale et la majorité des hommes vont très bien embarquer là-dedans. OK, on doit faire ça, on va vers ça, on s'occupe du grand qui va à sa pratique de soccer. L'homme s'implique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse différence entre exécuter des choses, s'impliquer et penser à tout, orchestrer tout. Et ce que je disais, c'est souvent là que le partage se fait un petit peu moins. C'est comme si l'homme était moins dans l'orchestration, dans la surcharge cognitive, parce que c'est énergivore, ça, quand je dois toujours penser à tout. Donc, il y a des hommes qui le font, là. Ça, c'est clair. Non, je comprends ce que vous dites. Il y a des hommes qui le font, puis il y a d'autres formes de charge mentale, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont certainement dire, oui, il y a la charge mentale de l'organisation familiale, mais nous, comme hommes, on a aussi, peut-être qu'effectivement, c'est stéréotypé, mais ça fait encore partie de cette mentalité. Il y a l'homme a une autre forme de charge mentale aussi, avec le boulot, la pression de performance, quoique les femmes l'ont aussi. Donc, peut-être ça a tendance à s'effacer un peu ces différences-là, mais vous dites quand même qu'il y a certains stéréotypes qui sont persistants et certains rôles plus genrés, que c'est encore le cas aujourd'hui, là, qui ont cours encore aujourd'hui. Puis d'ailleurs, dans votre lettre ouverte, vous dites... Il y a peut-être un facteur encore plus déterminant à considérer, même si on n'aime pas l'idée d'une justification pourquoi les gens ont des enfants, pas d'enfants, mais vous dites quand même, dans le cas des femmes, vous écrivez ceci, là, comme ça on peut pouvoir en discuter, vous dites « Plusieurs femmes ne voient pas d'un bon œil de devenir mères car elles ont observé comment leur propre mère avait été désavantagée dans son fonctionnement. » Donc, c'est vraiment ça, là. Vous dites finalement, le poids est encore persistant, là. Oui, tout à fait. Le poids est encore persistant et comme vous venez de le dire aussi, on dirait que les femmes commencent à avoir aussi un niveau de vie aussi intéressant que les hommes, dans le sens que elles font des sous, elles travaillent, etc. Donc souvent, les femmes vont travailler très fort à l'extérieur de la famille. Et probablement, c'est ça qui fait que les femmes d'aujourd'hui se disent « Oh, je travaille autant, j'ai une charge mentale aussi importante au travail, au niveau des responsabilités. Pourquoi j'aurais en surplus la charge mentale familiale? » Donc, je pense que les attentes, probablement, un couple qui fonctionnerait mieux aujourd'hui, c'est un couple qui serait un petit peu plus égalitaire au niveau du partage des charges familiales, compte tenu que les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup de charges mentales au niveau du travail. Et autre chose intéressante, c'est que nous, les hommes, je m'implique là-dedans, c'est sûr qu'on est formaté aussi dans cette conception-là. Tu sais, moi, je vois pas un homme se dire « OK, c'est clair, ma femme a beaucoup plus de préoccupations au travail, à la famille et je suis bien avec ça. » Donc, nous, on a des attentes qui sont aussi un petit peu inconscientes là, par rapport à ça. Et les femmes aussi.
Tu sais, ce formatage-là, il est profond, là, il n'est pas toujours conscient. Complètement. Là. Et on va revenir justement au propos de J.D. Vance parce que c'était offensant quand même. Là. Tu sais, je sais qu'on est à l'air, on va dire, tout nous offense, mais c'est pas... on parle pas de ça. Là. Tu sais, je veux dire, il a quand même insulté des femmes, je veux dire, par choix ou non choix, là, parce que il y a l'actrice Jennifer Aniston qui a essayé d'avoir des enfants pendant des années par la fécondation in vitro, qui n'a pas été capable et qui l'a vraiment mal pris. Donc, on voit que ça réagit fortement quand on a des personnalités aux États-Unis qui se mettent de la partie à réagir à tout ça. Il y a même une partie de personnes plus conservatrices qui l'ont mal pris. Donc, tu sais, c'était même pas un débat sur aider les familles ou vous avez des enfants, on va vous aider un peu plus ou quelque chose comme ça. Là. C'était vraiment un jugement sur les personnes qui n'avaient pas d'enfants. Mais je reviens encore là-dessus sur le fait pourquoi on demande des justifications particulièrement aux femmes et on laisse ça de côté pour les hommes. Ben, écoutez, on revient toujours à la même. Il y a probablement une multitude de raisons. Bon, on revient toujours, moi, à mon avis, c'est comme un genre de précepte culturel, des attentes culturelles. Et si vous saviez que on a tellement d'attentes genrées, stéréotypées, etc., on pourrait dire même pourquoi on réagit autant aux transgenres, pourquoi on réagit autant aux gens qui ne rentrent pas dans les cadres culturels attendus au niveau du genre. Ben, à mon avis, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre culture. Donc la femme sans enfant est encore un archétype qui vient bousculer, qui dérange beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. C'est très intéressant parce qu'effectivement, ça fait réagir ces propos du sénateur américain de l'Ohio et colistier de Donald Trump qui a parlé des femmes sans enfants comme les femmes à chat qui, justement, voulaient rendre la vie misérable à tout le monde. Francky Bernèche, professeur de psychologie et auteur du livre « À qui ai-je affaire ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Au revoir.